tous. Je voudrais d'abord tous vous remercier d'être venus ce soir. C'est un plaisir de vous accueillir ici dans cette salle académique. J'aimerais ensuite remercier les différents intervenants de ce soir, à commencer par Calogero Conti, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir en tant que recteur de l'UMONS. Pierre Gillis, ex-professeur de physique en médecine. Lionel Paulix, vice-président de l'organisation représentative des étudiants. Et enfin, Elisa Munoz-Gomez, représentante de COMAC, le mouvement qui est à l'initiative du projet de ce soir, et dont je fais partie. Et enfin, Éric Balat, professeur de droit à l'UMONS et médiateur du débat ce soir. COMAC, en deux mots, c'est le mouvement de jeunes du PTB, le Parti du travail de Belgique. On est un mouvement national implanté sur les différents campus universitaires de Belgique. Et nous luttons contre les différentes injustices de ce monde. Il y a des actions concrètes avec une réelle volonté de changer les choses. Le débat de ce soir, quant à lui, est organisé afin, d'une part, d'informer les jeunes et les moins jeunes de la direction que prend l'enseignement supérieur ici en Belgique. D'autre part, de mettre en avant les différents points de vue par rapport aux déclarations des différents recteurs de Belgique qui ont fait justement plus particulièrement la déclaration de Calogero Conti concernant la sélection à l'entrée du supérieur. Et dernière chose, je vous invite cordialement à venir à notre bar improvisé dans le hall de Waroké une fois le débat terminé. Si vous voulez partager vos idées, vos points de vue autour d'un verre de mousse, de bière, de vin, à des prix assez démocratiques. Et je vais maintenant laisser la parole à Éric Balat et vous souhaiter une excellente soirée. Voilà, merci beaucoup et bonsoir à chacune et chacun. Merci de votre présence et du temps que vous voulez bien consacrer à ce qui me paraît toujours un exercice important dans une université, à partir du moment où, quelle que soit l'orientation, même si aucune parfois soit moins appréciée que d'autres, ce n'est pas celle de ce midi, de ce soir qui est visée. Je pense que quand il y a un débat sur une idée politique et qui concerne la place de l'université et la manière d'y accéder, je crois que la présence des étudiants, des enseignants ou de toute autre personne est évidemment essentielle, puisque c'est en quelque sorte la manière dont se construit l'avenir et la manière dont vous évaluez votre rapport à l'enseignement et aussi à la vie professionnelle ultérieure que vous exprimez ainsi et dans lequel vous voulez vous positionner. Alors, les règles qui ont été convenues pour ce débat, elles sont très simples. C'est de donner à chacun des intervenants un temps de parole équivalent sur trois questions. Trois questions qui, finalement, sont assez, sur le plan méthodique, logiques. La première, me semble-t-il, qui est une évidence, c'est de se dire pourquoi, aujourd'hui, en novembre 2013, un débat sur cette question au sein du MONS, mais au sein de la communauté étudiante. Puisque cette question de la sélection n'est pas vraiment neuve. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un événement extérieur? Il y a des raisons particulières. Je crois que chacun des intervenants ce soir, dans sa fonction, peut être amené à donner son propre point de vue sur la raison d'être de ce débat. La question ensuite des approches différentes, je crois qu'elle méritera un second tour de table. Alors, je vais me tourner directement vers vous, qui est à ma gauche, pour nous dire pourquoi un débat en 2013 ici à l'université. Et je vous rends bonsoir à toutes et à tous. Donc, pourquoi un débat sur la sélection aujourd'hui? Je pense que la sélection, si on en parle pour l'instant, c'est surtout qu'elle vise à résoudre un problème qui est pour moi le manque de qualité en enseignement. Donc je pense qu'ici on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas assez d'argent par étudiant. Donc vous connaissez sûrement tous l'enveloppe fermée. Donc depuis les années 80, on met le même budget à l'enseignement tous les ans, alors que le nombre d'étudiants a doublé. Donc il est clair que la somme d'argent par étudiant est trop faible. Donc c'est comme un rapport mathématique. Donc c'est argent sur étudiant. Donc soit quand on veut augmenter un rapport, soit on augmente le numérateur, donc on augmente le financement, soit quand on veut augmenter aussi le rapport, on diminue le dénominateur, donc on diminue le nombre d'étudiants. Et c'est là-dedans que s'inscrit la sélection. On diminue le nombre d'étudiants pour donner un enseignement de qualité pour certains, pas pour tout le monde. Et là-dessus, COMAC n'est pas du tout d'accord,
parce qu'on pense que l'enseignement doit être démocratique, accessible à tous et de qualité, et qu'on ne peut pas dissocier les deux. Et en fait, le débat de la sélection, pour moi, il cache un débat sous-jacent, qui est le débat du refinancement de l'enseignement, et que le réel problème se retrouve dans le sous-financement de l'enseignement. Donc il y a aussi que, pour moi, la sélection, on dit souvent, oui, on va sélectionner sur base de l'orientation des étudiants, donc est-ce qu'ils sont bien orientés, est-ce qu'ils sont motivés ou pas. Et je pense que la sélection, elle sélectionne surtout sur base de l'indice socio-économique. Donc peut-être que vous savez, mais l'enseignement secondaire belge est un des plus inégalitaires de tous les pays développés. Donc ça veut dire quoi en chiffres? Donc selon l'OCDE, si on prend tous les élèves de la communauté française à 15 ans, qu'on les classe selon leur indice socio-économique. Donc l'indice socio-économique comprend énormément de facteurs, le diplôme des parents, l'accès aux soins de santé, l'accès à la culture. Donc on les classe selon leur indice socio-économique. On prend les 10% les plus riches. Dans les 10% les plus riches, 85% à 15 ans sont dans l'enseignement général. Quand on prend les 10% les plus pauvres, il n'y a que 11% qui se retrouvent dans l'enseignement général. Donc on voit déjà qu'à 15 ans, il y a une ségrégation, il y a une hiérarchisation entre les filières, qu'il y a déjà une forme de sélection dans le secondaire. Et que donc, rajouter un fil dans l'enseignement supérieur, ça ne ferait que renforcer les inégalités. Et je pense qu'il faut aller vers un refinancement de l'enseignement. C'est une question de volonté politique, c'est possible de refinancer l'enseignement. Et il faut qu'on aille tous les acteurs de l'enseignement, vers un enseignement public, gratuit et de qualité. Je me félicite de l'organisation de ce débat, puisqu'effectivement, la culture du débat dans une université, c'est quelque chose d'important. Donc je remercie les organisateurs d'avoir pris cette initiative. Alors pourquoi en parle-t-on maintenant? Je ne suis pas convaincu que, je dirais, on en parle davantage maintenant qu'on en a parlé dans le passé. C'est un peu comme le monstre du Loch Ness, on en parle très très régulièrement, et croyez-moi, depuis 30 ans de carrière, très régulièrement, on parle de l'accès à l'université, de l'intérêt ou pas d'imposer un examen d'admission, de maintenir l'examen d'admission. Je ne suis pas convaincu non plus qu'on en parle plus spécifiquement maintenant parce que les taux de réussite s'écroulent. Ça n'est pas vraiment le cas. Finalement, les taux de réussite, si on les regarde dans les 10 ou 15 dernières années, ils sont relativement stables. Bon, alors pourquoi en parle-t-on effectivement maintenant? Bien, probablement parce que nous sommes dans un système qui n'est pas en équilibre. Manifestement, la communauté française se cherche. Il y a un accès libre, qui est jusqu'à présent la règle générale. Dans les facultés de sciences appliquées, il y a un examen d'admission historique. Alors, on vient d'introduire un nouvel élément avec un test contraignant, non obligatoire, en médecine. Donc manifestement, je crois que tout le monde peut être d'accord sur le fait qu'on est à l'heure actuelle en train de se chercher au niveau de la communauté française. Alors, on parle de l'accès libre et je voudrais dès le départ dire que je ne suis pas un opposant de l'accès libre. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, je crois que si on veut le maintenir, il y a peut-être intérêt d'avoir une réflexion de fond sur les balises à mettre à l'accès libre. Alors, l'accès libre, évidemment, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'il y a un accès libre dont on ne veut pas, quelque part, en assumer certaines conséquences. C'est clair que dès le moment où on parle d'accès libre, c'est démocratique, on donne sa chance à tous, finalement, quel que soit le parcours que la personne a eu dans le secondaire, de rentrer effectivement dans n'importe quelle filière. Quelque part, la conséquence à payer, et on en est tous conscients, c'est que quelque part, il y a un taux d'échec relativement élevé qui est associé finalement à ce type de procédure. Avec au départ une certaine supercherie, me semble-t-il. C'est que tout parcours dans le secondaire ne donne pas nécessairement toutes les chances de réussite en première année bachelier. Il y a des études qui ont été réalisées il y a maintenant une dizaine d'années, notamment par Drousbé, et qui sont en fait des études qui montrent que dans les années 90 à 2000, eh bien, selon la filière que l'on choisissait, donc latin, grec, latin, maths, scientifique, etc., la probabilité de réussite en première année pouvait varier de 20 à 80%. Donc c'est loin d'être négligeable, et donc je crois que un des problèmes à l'heure actuelle, c'est qu'on laisse croire effectivement que n'importe quel choix dans le secondaire peut conduire à n'importe quelle filière,
s'en casse. Et justement, moi j'aimerais bien effectivement qu'on se rende compte qu'il y a d'une part un impact institutionnel au niveau des taux d'échec, et on peut effectivement les combattre. On peut combattre cela en mettant les moyens qu'il faut pour pouvoir effectivement aider les étudiants. Je crois que c'est ce que nous faisons au sein de l'Université de Mons avec tout un ensemble d'actions de remédiation. Et dans ce contexte, je peux être d'accord avec Elisa sur le fait qu'un refinancement c'est certainement utile, mais il ne résoudrait pas tout. Il faut quand même ne pas perdre de vue les conséquences humaines finalement d'un échec. Moi je suis pour l'accès libre à condition que ça ne soit pas un cadeau empoisonné. Rentrer dans la spirale de l'échec peut avoir des conséquences assez négatives pour les étudiants qui finalement, par manque d'information, et je vais y revenir, par manque d'information, ont finalement été amenés à faire des choix qui n'étaient peut-être pas les choix adaptés pour entrer dans une filière déterminée. Alors, la spirale de l'échec est extrêmement dangereuse aussi, et vous pouvez le croire, dans la mesure où je reçois, par exemple, les demandes de triplement au niveau de notre institution. Il faut savoir que dès le moment où on a raté son coup une première fois, on n'a vraiment plus qu'une chance dans une filière déterminée, puisque quand on est en situation de triplement, on n'est plus finançable, et donc l'université n'est plus obligée de vous inscrire. Et je constate au quotidien, finalement, tout un ensemble de personnes qui, par mauvaise orientation, se retrouvent dans une situation qui est une situation d'échec, avec l'impossibilité de suivre la filière qu'ils auraient voulu suivre. Alors, donc voilà, je crois que un autre point que je voudrais dire avant de terminer, c'est que il y a là derrière, au niveau de l'orientation dans le secondaire, pour moi, une source importante de l'une des formes d'inégalité qui rend l'enseignement peut-être pas aussi démocratique qu'on le croit. C'est l'inégalité d'orientation. Quand on vient de milieux défavorisés, évidemment, il y a l'inégalité de revenus, mais ça, je dirais que les bourses peuvent compenser en partie. Il y a l'inégalité de réussite qui existe, c'est prouvé très clairement, les chiffres montrent que selon le milieu socio-économique d'où l'on vient, on a finalement des taux de réussite qui sont plus faibles. Mais l'inégalité la plus sournoise et celle qui est probablement la plus difficile à contrer, et je veux dire que moi si je m'exprime c'est parce que ça me semble vraiment important de souligner cela, c'est quand c'est l'inégalité d'orientation. C'est avoir les bons conseils au bon moment lorsque vous êtes dans le secondaire et que vous choisissez des orientations déterminées. Combien de parents n'ont pas influencé le choix de leurs enfants parce qu'ils savent que quand vous avez 13 ou 14 ans, choisir telle ou telle filière peut avoir des conséquences qui sont des conséquences importantes par la suite. Et donc moi, s'il y a franchement un point qu'il s'agit de développer à l'avenir, c'est effectivement que l'information, que la correspondance entre le secondaire et l'universitaire soit effectivement suffisamment claire que pour éviter que cette inégalité d'orientation ne continue à faire ses ravages. Merci, c'est intéressant parce qu'on a déjà deux points de vue presque opposés. Dans un cas, on a cette analyse économique disant finalement la sélection c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est un sous-investissement de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans l'enseignement universitaire, et on y répond par cette solution qui travestit un peu quelque chose qu'on ne veut pas voir. Et le point de vue de M. Conti est de dire finalement on a une approche plus humaine de la question. Ce qu'il faut éviter, c'est, vous l'avez compris, cette espèce d'échec que peut ressentir l'étudiant qui a 18 ans, se retrouve et ne frappe pas à la bonne porte. Et donc, finalement, est-ce qu'il ne faut pas, mais on reviendra après en deuxième tour, s'interroger en amont et en aval sur les méthodes, mais vous avez déjà évoqué quelques pistes, sur les méthodes pour précisément remédier à cette situation. Alors, et vous avez quand même aussi souligné, c'est important, il y a quand même un point de rapprochement, le problème du financement. Mais ça, je pense que tous les directeurs d'université de Belgique sont d'accord sur cette question. Alors, je vais retourner vers mon étudiant, Lionel Pavlich. Votre point de vue sur cette question du débat aujourd'hui, pourquoi maintenant, en novembre 2013, à la lumière déjà de ce qui a été dit par les deux intervenants précédents. Bonsoir. Alors tout d'abord, je tiens à remercier au nom des étudiants de l'Université de Mons que je représente ici aujourd'hui, COMAC, pour l'organisation de cet événement et surtout pour le fait de s'être ouvert aux représentants étudiants.
puisque ça nous permet finalement de poser notre point de vue, de défendre le point de vue des étudiants que nous représentons dans une question qui est finalement extrêmement intéressante, extrêmement importante pour eux. Alors concernant les causes de la sélection, je pense que ce qui a été dit par Elisa paraît relativement correct, à savoir que dans tous les cas, le problème du financement et en particulier du système de l'enveloppe fermée a des effets pervers, notamment sur la tendance qu'auraient certaines universités à vouloir réduire le nombre total d'étudiants qui ont accès aux études. Maintenant, une question qui est, je crois, très importante à se poser, c'est replacer finalement l'importance de l'université et au sens large de l'enseignement supérieur par rapport à l'ensemble de la société et à l'ensemble de son contexte socio-économique. Alors à ce niveau-là, je pense qu'il convient de rappeler certains chiffres, certaines constatations qui sont tout à fait intéressantes et qui montrent par exemple qu'en Belgique, nous avons un taux d'étudiants rapporté au nombre d'habitants qui compte parmi les plus faibles de l'OCDE, en ce compris les universités et les hautes écoles. Plus grave encore, on constate que ce taux reste stable au minimum depuis l'an 2000, alors que dans la plupart des pays de l'OCDE, ce taux est en augmentation. En Belgique, nous figurons là encore parmi les lanternes rouges du classement. Alors, pourquoi l'université et pourquoi l'enseignement sont-ils particulièrement importants? Eh bien, je crois qu'un investissement au niveau de l'enseignement supérieur est finalement un investissement d'avenir. Il a été calculé, et c'est particulièrement vrai en Belgique, que pour 1 euro investi dans l'enseignement supérieur, on peut s'attendre à une plus-value sur le long terme de l'ordre de 5 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'université et l'enseignement, dans un sens plus large, sont extrêmement importants pour avoir un moteur économique, pour avoir un moteur de croissance. Alors, l'importance, je crois, d'un débat sur la sélection en 2013, mais particulièrement aujourd'hui, c'est peut-être également le fait que nous sommes malheureusement en période de crise économique et qu'à ce niveau-là, un investissement en matière d'enseignement, en matière de recherche, est peut-être l'une des pistes pour se tirer du contexte socio-économique assez défavorable aujourd'hui. Donc, un débat sur la sélection me paraît dans le contexte actuel particulièrement important, tant au niveau temporel, puisque nous sommes en plein dans une période malheureusement assez néfaste, mais également au sens plus large de l'importance de l'université par rapport à l'ensemble de la société. À ce titre, il est clair que la plupart des étudiants de l'université de Mons et d'autres universités sont relativement opposés à une sélection à l'entrée, du moins une sélection qui soit contraignante. Nous ne pensons pas que limiter le nombre d'étudiants soit une solution par rapport aux problèmes qui se posent à nous aujourd'hui. Voilà. Et si je vous entends bien, à l'appui de votre argumentation, vous dites finalement, puisque les chiffres stagnent depuis 2000, si une mesure demain a été prise, le ratio pourrait encore se révéler défavorable et ce serait, en d'autres termes, un mauvais placement pour l'État. Alors Pierre Gillis, sur cette question du débat et peut-être aussi sur les premières pistes qui ont été données, qui par l'un et l'autre. Merci beaucoup pour l'invitation qui m'a fait grand plaisir aussi. Alors, j'ai évidemment ici un statut peut-être un peu particulier parce que chacun des autres intervenants, et un statut tout à fait divers, chacun des autres intervenants, évidemment, a un statut tout à fait officiel. Le recteur, sa coupe de source. Le représentant Gloré, quand il prend la parole, il engage Gloré. Elisa, elle engage le Comac. Moi, je n'engage personne. Donc, alors vas-y, la parole est libre. Donc, je pense effectivement que mon statut ici, probablement, enfin, je me suis dit en préparant mon intervention, c'est probablement l'idée que, d'une part, j'ai, comme ça a été rappelé en introduction, une petite expérience de prof en médecine, mais que par ailleurs, le genre de questions dont on débat pour le moment, c'est aussi des questions qui ont une longue histoire. Et donc la première question, pourquoi débattre cet ordre-là aujourd'hui, je la trouve tout à fait intéressante parce qu'on pourrait peut-être, c'est un peu ce qu'avait dit tout à l'heure, avoir l'impression que c'est le monstre du Loch Ness et que
c'est des questions qui ont une énorme pérennité, qui existent depuis longtemps et qui de temps en temps rebondissent un petit peu. Alors je voudrais revenir là-dessus pour essayer de mettre la question un peu en perspective. Alors, d'une part, par exemple, pourquoi en particulier l'insistance sur, aujourd'hui, la sélection à l'entrée en médecine? Alors, il faut être clair, je me place maintenant dans mon statut d'ancêtre. La revendication de limiter le nombre d'étudiants en médecine, elle est encore plus vieille que la plupart des débats sur la sélection générale. En fait, c'est une revendication qui, au départ, a été portée par les organisations corporatistes de médecins. Et la première fois qu'elle a été mise en avant, c'est à l'occasion de la grande grève des médecins, dont probablement aucun de vous ne se souvient, qui date des années 60. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que dès le départ, les organisations de médecins ont souhaité mettre en avant la limitation du nombre d'étudiants. Alors, ça paraît tout à fait clair avec le recul que c'est évidemment, je crois, analysable comme une prise de position de protection d'une corporation à un moment donné. Alors, ça c'est un premier point de départ. Alors, ça s'est traduit effectivement, donc ça a été vraiment un thème politique, je dirais pratiquement majeur pendant les 5 dernières années, pas parmi les 50 dernières années, peut-être pas parmi les plus importants, mais quand même qui a joué un rôle tout à fait important. Et à un moment donné, je pense que c'était un calcul probablement erroné, dans les années 90, le gouvernement, qui était encore nettement moins fédéralisé qu'aujourd'hui, a essayé d'apaiser les relations avec les médecins, avec les organisations de médecins, et pour y arriver, ils ont fait une première proposition qui était « Ok, on va vous donner satisfaction sur la limitation du nombre d'étudiants ». Alors ça s'est quand même traduit par une évolution assez chaotique, non, comme chaotique. La première décision qui a été prise, qui existe toujours aujourd'hui, c'est celle qui filtre à la sortie via des accréditations INAMI, et celle-là n'a jamais été mise en cause. Enfin, je veux dire, elle plane au-dessus de tout ce débat depuis longtemps, mais du côté des études, effectivement, il y a eu des évolutions dans tous les sens. À un moment donné, sans doute certains s'en souviennent, c'était à la fin de la 3e année qu'il y avait un filtre qui était installé, et puis ça a été plus ou moins abandonné, et puis à un moment donné, donc on en est venu à la situation actuelle. Donc je pense qu'il y a une spécificité à la médecine, et qui fait effectivement, qui est relancée, donc j'en viens vraiment à la question pourquoi aujourd'hui, elle est évidemment relancée parce que cette politique chaotique, je pense, a produit un recrutement qui lui-même était relativement chaotique. Et donc, à un moment donné, on a eu l'impression qu'il y avait une ouverture parce qu'on se disait, dans le public, et les parents et les candidats étudiants en médecine, que les barrages étaient levés et qu'il était temps d'en profiter. Donc ça devenait effectivement à la situation qu'on connaît récemment, qui correspond à une augmentation tout à fait impressionnante du nombre d'étudiants en médecine. Mais c'est vrai que, là je fais appel à mes souvenirs d'enseignement, au même moment, on a vécu pendant la même période, par exemple, aussi, il y a des années, avec un gonflement très très important du nombre d'étudiants en biologie. Alors j'étais très sensible à cette situation, parce que l'auditoire d'étudiants à qui j'enseignais la physique, c'était mélangé. Donc il y avait les biologistes, il y avait les médecins, il y avait les pharmaciens. Et à aucun moment, alors que si tous les arguments qu'on pouvait évoquer à propos de comment ces malheureux médecins vont-ils travailler après, comment vont-ils se débrouiller, il y en a trop, il y a pléthore, on aurait évidemment parfaitement pu utiliser les mêmes arguments à propos des biologistes. Quand il y avait 100 étudiants inscrits dans une première année en sciences en biologie, on pouvait aussi se poser la question et qu'est-ce qui va leur arriver? Non, c'est une question qui ne se pose pas. Et en fait, je vous propose, si vous voulez un exemple, je pense que derrière la différence entre les deux, il y a évidemment la puissance de la corporation des médecins. Et je voudrais évoquer une idée que j'ai lue sous la plume de Matteo Lanouf, qui explique qu'en fait, l'autonomie du système scolaire, elle représente une véritable rupture avec les sociétés d'Ancien Régime. Pourquoi d'Ancien Régime? Parce qu'effectivement, les corporations, c'est une idée qu'on renvoie plutôt à l'Ancien Régime.
Et donc, dans les corporations, effectivement, c'était la corporation qui régulait elle-même l'entrée dans la profession. Les maîtres avaient des élèves, etc., etc. Et avec le système scolaire, ça a été complètement coupé. En médecine, on a connu une situation dans laquelle il y a quelque chose qui, à mon sens, ressemble à un retour vers une situation de type corporation dans ce régime. Alors, à ce titre-là, évidemment, je pense qu'elle est complètement anachronique, mais c'est en partie dans cette situation-là qu'on vit, et c'est en partie, si vous voulez, c'est dans la situation contre laquelle on s'insurge. Alors, en parallèle, je dirais, donc je vais pas être plus long, donc je dirais, ce qui justifie le débat aujourd'hui, c'est évidemment la remontée de cette question, et je pense la mauvaise solution qu'on nous propose. En même temps, il y a un autre élément quand même, qui n'est pas directement dans tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, et qui concerne la faculté polytechnique, les facultés de sciences appliquées, où là, traditionnellement, il y avait un examen d'entrée. Et honnêtement, contrairement à la situation de la médecine, c'était pas du tout un problème politique majeur. Je veux dire, cet examen existe, et il existe depuis que les facultés de sciences appliquées existent, et à la limite, le couplage entre les deux se fait à travers la généralisation de la sélection à l'entrée aujourd'hui. Mais je pense qu'en effet, les situations étaient radicalement différentes. Ne fût-ce que pour revenir à une partie de l'intervention qui avait été faite par le docteur, du point de vue de la préparation, autant le public étudiant qu'on rencontre en médecine est un public effectivement bigarré. Quand je dis bigarré, ça peut être littéralement, mais je dirais surtout bigarré par les origines scolaires et les parcours scolaires qui précédaient, autant, traditionnellement en tout cas, en Polytechnique, ce n'était pas du tout le cas. En Polytechnique, il y avait une réelle préparation dans l'enseignement secondaire qui dirigeait largement les étudiants, les élèves qui étaient inscrits dans les sections où il y avait beaucoup de maths, et encore ceux qui se destinaient à Polytech, on les poussait dans ce sens-là, où il y avait l'examen d'entrée, et le paradoxe est que du point de vue de la répartition sociale, ça n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, mais traditionnellement, les facultés de sciences appliquées étaient celles dans lesquelles la proportion d'étudiants issus de la classe ouvrière était les plus importante, malgré l'examen d'entrée. Donc, c'est pour moi une idée qui est intéressante à avoir à l'esprit, en se disant effectivement, le problème doit être abordé dans son ensemble, depuis, donc je pense que c'est ce qu'on veut faire dans le débat, mais en allant depuis la préparation jusqu'à ce qu'on peut faire à l'université ou dans l'enseignement supérieur. Et donc vous voyez que le débat est loin d'être simple, puisque avec l'intervention de Pierre, on arrive à l'aval de l'exercice de la profession, avec cette particularité qui se souligne de la médecine, où en général, je vais dire, 90% des personnes qui font l'étude de médecine sont médecins, alors que les autres cursus universitaires ne sont pas nécessairement professionnalisants d'emblée. Et on comprend que le corporatisme médecin, et si on prenait les pharmaciens, c'est encore autre chose, puisque là, il y a dans les réglementations en Europe des numerus clausus, puisqu'il y a un ratio per capita de pharmaciens, 2500 habitants en Belgique. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il montre que les portes de sortie sont d'emblée limitées. Donc, il faut reprendre le fil de l'histoire pour arriver à la sélection en pensant ce qui va se passer après. Et l'exemple que tu as donné des facultés politiques est assez intéressant sur le plan égalitaire et sur la fonction finalement d'accès pour tous, malgré l'examen d'entrée. Alors, quand on vous entend, donc il y a l'aspect économique, il y a l'aspect du refinancement, il y a la volonté ferme, je pense, de permettre au plus grand nombre d'arriver, je pense que le but c'est quand même ça dans une société, c'est de permettre au plus grand nombre de pouvoir avoir une formation de qualité. Et dans la préparation de ce débat, finalement, alors il y a deux sous-questions sur lesquelles vous pouvez sans doute l'un et l'autre réagir, c'est se dire, mais est-ce qu'il y a un problème de sélection avant d'entrer à l'université? Parce que le système qui était imaginé de pouvoir en quelque sorte bénéficier d'une série de cours dans le système avant l'université permettant de pouvoir s'orienter dès 14 ou 15 ans ou 16 ans vers une formation bien définie, est-ce qu'il peut fonctionner? Est-ce que notre enseignement actuellement dans le secondaire est prêt et mûr pour envisager cette espèce de préparation
cette propédeutique à l'enseignement universitaire. Alors on va commencer, on va inverser les rôles. Je vais commencer par le recteur. Bien, j'ai signalé tout à l'heure que, contrairement à ce qu'on peut croire, l'accès libre, pour moi, ne me dérange pas du tout, que du contraire. Et je vais justifier pourquoi je m'exprime aujourd'hui. En fait, l'accès libre, malgré ce que j'ai précisé tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement ces deux conséquences pratiquement inévitables, c'est-à-dire un taux d'échec important en première année et certains drames qui touchent plus particulièrement les couches sociales plus défavorisées, c'est-à-dire si vous acceptez ces deux principes-là, l'accès libre est quelque chose qui peut être évidemment défendu et moi j'en suis un défenseur. Ceci dit, il faut s'exprimer aujourd'hui. Et si je le fais, c'est parce qu'en fait on voit apparaître d'autres formes de sélection, je dirais, cachée, qui peuvent conduire justement à la remise en cause à terme de cet accès. Alors, on vient de parler de ce qui est en train de se passer en médecine, c'est-à-dire un test obligatoire non contraignant, qui pour le moment s'adresse à tous les étudiants, donc généralisé à tous les étudiants qui choisissent la filière de la médecine, et on entend certains recteurs parler de la généralisation de ce test à toutes les filières, c'est-à-dire finalement un test donc, qui est obligatoire mais non contraignant. Alors, je dois dire que là, il y a la nécessité, me semble-t-il, de s'exprimer parce que cette évolution-là, pour moi, elle me semble complètement discutable et dangereuse. Alors, d'abord, discutable. Quel est l'objectif d'un test obligatoire non contraignant? L'objectif, c'est effectivement de donner aux étudiants une indication sur leur potentiel, sur la possibilité qu'ils ont d'entreprendre des études dans une filière déterminée, avec l'espoir, en tout cas ça a été exprimé au niveau de la médecine, qu'ils puissent en tenir compte pour pouvoir éventuellement se réorienter. Il y a également comme deuxième objectif le fait qu'à partir de cette information, eh bien finalement, ils pourraient mieux choisir les remédiations qui leur conviennent le mieux. Alors s'il y a un fait bien objectif que l'on peut décrire aujourd'hui, c'est que c'est raté. Donc très clairement, au niveau de la médecine, eh bien, la presse a publié effectivement les résultats de ces tests avec parfois certains résultats catastrophiques, mais on peut en discuter. Je ne suis pas convaincu que le test était bien représentatif. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais ça signifie que malgré le fait que ces résultats étaient finalement relativement médiocres, on n'a jamais eu autant d'étudiants qui s'inscrivent en médecine à Mons, très clairement. Au niveau de la réorientation et de l'utilisation de ce test pour les remédiations, je me suis laissé dire que moins de 10% des étudiants qui sont entrés en première année ont finalement fait la démarche d'essayer d'utiliser ce résultat pour mieux se réorienter. Donc je dirais que là, il y a une question qui est une question de base en ce qui concerne l'utilité de le faire. Une deuxième question qu'on peut se poser, c'est le danger que ça peut représenter. Il est clair que si on généralise ce type de test, je crois qu'on met en place les outils pour un jour supprimer le non contraignant. Il est clair qu'il n'y a que 3 lettres à supprimer au niveau d'un décret, et un futur ministre peut y penser, et pour effectivement imposer à ce moment-là des tests qui sont des tests contraignants. Alors, moi, je trouve que ce n'est pas utile pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est une information qui est une information tardive. C'est bien beau d'aller dire à quelqu'un, vous savez, finalement, on vous a évalué, vous avez fait certains choix dans le secondaire, mais on vous signale que finalement, vous n'êtes peut-être pas destiné à faire ce type d'études. C'est bien tard pour aller donner une information de ce type-là. Alors, il vaudrait mieux la donner plus tôt, et c'est effectivement l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait des propositions pour une 4e loi. Alors, il y a également un deuxième point qui me semble important. Que fait-on au niveau d'un test obligatoire, généralisé, qu'il soit contraignant ou pas contraignant? Et là, c'est une question de fond. Est-ce qu'on est en train de refaire un examen similaire à ce que l'on fait dans le secondaire? Ou bien est-ce qu'on est en train d'évaluer certains prérequis pour entrer dans certaines filières à l'université? La réponse à cette question, elle est primordiale, mais de toute façon, les deux voies posent question. Il est clair que si l'objectif
est de faire une redite d'examen similaire dans certaines filières du secondaire, qu'est-ce qu'on est en train d'évaluer? Est-ce qu'on n'est pas en train d'évaluer deux évaluateurs différents qui finalement ont des critères différents sur une même matière? Il y a l'autre voie qui consiste à organiser un examen qui est soi-disant un prérequis par rapport à ce qu'une filière universitaire attend. Alors ça, c'est encore pire, parce que ça signifie donc qu'on est en train à ce moment-là de consacrer le dysfonctionnement qu'il peut y avoir entre d'une part le secondaire et l'université. Je maintiens que l'un des objectifs primordiaux que l'on doit avoir, c'est qu'un bon étudiant qui suit une filière classique dans le secondaire doit avoir un accès libre. Et si on commence à consacrer le fait que, malgré le fait qu'il a réussi dans le secondaire, dans des filières qui sont des filières tout à fait correctes, et qu'il a besoin de prérequis supplémentaires, on est en train de faire de lui de formation privée. C'est ce qui est en train de se passer petit à petit au niveau des ingénieurs. Très clairement, j'ai interrogé à l'examen d'entrée pendant une dizaine d'années. Je me suis toujours posé la question de savoir ce que je faisais. Quand quelqu'un avait suivi un cours de 6 ou 7 heures de maths, que son prof du secondaire lui avait mis 80, qu'est-ce que je suis en train d'évaluer? La capacité de son prof à l'évaluer? Donc finalement, la tendance à ce moment-là, c'est de commencer à monter le niveau des questions pour finalement faire autre chose. Et en ayant cette tendance-là, on est en train justement de créer tout un ensemble de formations parallèles payantes. Encore une deuxième raison pour finalement accentuer les inégalités sociales. Et donc là, il faut être vraiment très prudent, et c'est la raison pour laquelle je crois que ces tests cachent, je dirais, un danger qui peut être un danger clair, d'évolution vers un examen d'entrée ou un test généralisé contraignant, ce que je ne souhaite pas. Si je me suis exprimé, c'est parce qu'il me semble que si on ne remet pas tout à plat et si on n'examine pas clairement le problème en essayant d'avoir une solution qui est une solution stabilisée, la démarche que l'on a à l'heure actuelle du cas par cas fait qu'on pourrait en arriver petit à petit à mettre en place des outils qui remettent en cause finalement un accès libre qui est à maintenir. Ceci dit, ma position, c'est qu'il faut peut-être mettre certaines balises à l'accès libre. Je peux les décrire maintenant, ou si j'ai un troisième point, je peux le faire tout à l'heure. Il y a un troisième point. Il n'y a pas de problème. Alors, on va peut-être un peu changer d'ordre sur ces questions donc, qui viennent d'ailleurs d'être évoquées, qui placent l'enseignement secondaire et la manière, je trouve que la réflexion qui est menée de ce jugement qui serait porté sur finalement l'enseignement ou la qualité de la cotation qu'il avait donnée à l'étudiant au terme de son examen de mathématiques quand il a 18 ans, évidemment est interpellante. Quelles sont vos réactions? Tout d'abord, monsieur le recteur, j'aimerais réagir quant à votre position sur le test d'entrée en médecine, dont c'est la première année d'application ici en 2013-2014. Tout d'abord, ce test d'entrée est voulu par les étudiants. Il l'était déjà l'année dernière, et il l'est cette année, y compris par les étudiants qui l'ont passé et qui ont, il est vrai pour beaucoup, échoué à ce test, puisque le taux de réussite de ce test d'entrée est à peine 20%. Cependant, je pense qu'il est un petit peu trop tôt pour dire que ce test est un échec à l'heure actuelle, à moins de considérer que son but était de décourager les étudiants de s'inscrire dans des études de médecine. C'est un petit peu trop tôt, pour la simple et bonne raison que l'on n'a pas encore de retour par rapport à ce test et surtout par rapport à l'évolution du parcours de l'étudiant en fonction des résultats qu'il a obtenus. Il est clair que l'inscription à des séances de remédiation peut être un indicateur, mais ce n'est pas le seul. Il serait certainement intéressant d'attendre au minimum les résultats de la session de janvier, voire de l'ensemble de l'année, pour pouvoir s'exprimer sur l'efficacité ou non de ce test d'entrée. Alors deuxièmement, il est clair que ce test devra être adapté. Bon, on en est ici à un coup d'essai, peut-être n'est-il pas peut-être que les modalités d'application ne sont pas les plus pertinentes. Je pense entre autres aux prérequis qui étaient nécessaires pour passer ce test et qui, nous l'avons dénoncé en tout cas au niveau des représentants étudiants en médecine, nous paraissaient exagérés par rapport au programme de cours qui suivait et par rapport à ce qui est réellement utile pour un médecin.
dans certaines matières, on avait quand même des prérequis qui dépassaient même certains programmes d'enseignement du secondaire général. C'est quand même assez interpellant. Alors, on pourrait également signaler, quel que soit le type de sélection, que ce soit contraignant ou non, obligatoire ou non, les études montrent très clairement qu'une sélection à l'entrée n'est en aucun cas prédictive de la réussite finale de l'étudiant. On sait que cette réussite est le produit des connaissances de l'étudiant, mais également de ses méthodes de travail, de sa maturité, de son contexte socio-économique, bref, de toutes variables qui finalement ne sont pas évaluées dans le cadre d'un test d'entrée. Donc, estimer que le test d'entrée est un échec à ce stade, pour nous ça nous paraît prématuré. Maintenant, il est clair qu'il faudra avoir un suivi par rapport à ça. Maintenant, quand vous parlez de filières secondaires, d'inégalités dans l'enseignement secondaire, ça c'est un fait. Comme ça a déjà été dit dans ce débat, malheureusement en Belgique, nous disposons d'un enseignement secondaire qui est particulièrement inégalitaire et qui a tendance à reproduire les inégalités socio-économiques, à savoir que quelqu'un qui vient d'un milieu plus favorisé aura accès en général à de meilleures écoles et aura une chance de réussite largement supérieure à l'université. Mais est-ce que la solution que vous proposez, à savoir un examen d'entrée en fonction des études suivies dans le secondaire est pertinente? Ça, c'est quelque chose qui nous paraît douteux. Vous l'avez dit vous-même, certaines filières préparent mieux à la réussite dans le secondaire, assez vite dans l'enseignement supérieur, pardon. De manière assez surprenante, la filière qui offre le plus haut taux de réussite dans le domaine scientifique à l'université est en fait la filière secondaire du latin-grec. Autrement dit, quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec les études auxquelles se destine l'étudiant par la suite. Alors, est-ce qu'avoir une sélection et un examen d'entrée pour quelqu'un qui n'aurait pas suivi une filière correspondant à celle dans laquelle il désire s'inscrire est pertinente au regard de cet état de fait? Je pense que la question est ouverte, en tout cas qu'il est très délicat de trancher par l'affirmative dès à présent. Pour que les choses soient claires, dans le débat, et je donnerai après la parole au recteur, vous dites les étudiants, en ce qui concerne le test en médecine, sont demandeurs. Très largement. Très largement. Alors, la question, pour que ce soit clair, est-ce que l'expérience est reproductive dans les autres filières? Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait, parce que c'est important de dire, tiens, qu'on fait, nous on estime, mais c'est d'un point de vue, qu'il y a là un produit, une clé intéressante, est-ce que donc elle est reproductive à votre estime, ou est-ce qu'il est trop tôt pour se prononcer? Je pense que c'est important de voir un peu comment vous voyez les choses. Je pense à titre personnel qu'il est trop tôt pour se prononcer, ne serait-ce que parce qu'il est déjà trop tôt d'évaluer le résultat du test d'entrée. D'accord. Et alors, je pense que vous n'êtes pas tout à fait compris sur la position qui est défendue en ce qui concerne les autres filières et sur l'examen. Je pense que ce n'est pas ce qui a été dit. Mais vous aurez l'occasion d'y revenir par la suite. Je crois que c'est important parce que quand on veut essayer de voir exactement ce que chacun propose, il faut identifier. Donc, je dis, vous avez sans doute votre point de vue de dire qu'il est trop tôt pour le test d'orientation. Je comprends votre point de vue, mais alors, à ma gauche, votre point de vue sur ces différents questions. Donc, beaucoup de choses ont été dites, donc j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc, tout d'abord, je suis totalement en accord avec M. Conti quand il dit que l'accès libre, pour l'instant, c'est une illusion. Ce n'est pas un vrai accès libre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on n'est pas préparé de la même manière et que donc l'accès libre, il est plus libre pour certains que pour d'autres. Donc, comme on a vu, l'enseignement secondaire est très inégalitaire et on ne donne pas, pendant l'enseignement secondaire, les mêmes armes pour affronter l'enseignement supérieur selon notre niveau socio-économique. Donc ça veut dire que selon qu'on soit dans les favorisés ou dans les défavorisés, on va avoir un moins bon ou meilleur accès à l'enseignement supérieur et donc plus ou moins de chances d'avoir un bon diplôme et une bonne insertion professionnelle. Donc je pense qu'effectivement on ne peut pas dire sincèrement que pour l'instant on est dans un enseignement où il y a un accès libre. Il n'y a pas d'accès libre, déjà. Donc c'est pour ça que moi je m'oppose totalement à d'autres filtres. Et donc l'accès libre il se définit comment?
l'accès libre, c'est le CESS. Donc, à la fin de la réto, on a un diplôme qui s'appelle le CESS, qui nous donne l'accès à l'enseignement supérieur à toutes les filières de l'enseignement supérieur. Donc, à partir du moment où on met des tests, des filtres, on peut l'appeler comme on veut, c'est une forme de sélection et ce n'est plus de l'accès libre. Donc, pour moi, c'est clair que toute forme de sélection, toute forme de filtre à l'entrée ne fera que renforcer les inégalités déjà existantes. Et il faut s'attaquer au vrai problème, qui est l'inégalité dans l'enseignement secondaire. Et comment s'attaquer à ce problème? Je pense que, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le système finlandais, mais le système finlandais, c'est un tronc commun jusqu'à 16 ans, polytechnique, avec d'un côté des cours théoriques et d'un autre côté des cours manuels. Donc on revalorise vraiment le métier manuel. Donc c'est la même formation jusqu'à 16 ans pour tout le monde, avec des plus petites classes en secondaire et plusieurs professeurs par classe, qui fait qu'il y a un professeur principal, et pendant que le professeur principal donne cours, il y a d'autres professeurs en fait qui tournent dans les bancs pour voir si tout va bien, si l'élève est en train de bien comprendre ce qui se passe. Et donc en Finlande, on pose le choix qu'à 12 ans, non, c'est pas parce qu'un élève à 12 ans a des lacunes en maths, a des lacunes en physique ou a des lacunes qu'on va le mettre sur une voie de garage, qu'on va le réorienter. On pose le choix en Finlande que quand un élève à 12, 13, 14, 15, 16 ans a des lacunes, on va le remettre à niveau, on va prendre cette lacune dès qu'elle apparaît et on va le remettre au niveau de la classe, avec un suivi individuel, avec des vraies rémédiations et un vrai encadrement en enseignement secondaire. Et je pense qu'à partir du moment où on a un enseignement de qualité pour tous dans l'enseignement secondaire, qu'on a un tronc commun jusqu'à 16 ans qui nous donne les armes d'effectivement affronter l'enseignement supérieur indépendamment de notre milieu socio-économique, alors là on pourra parler d'orientation ou de quoi que ce soit. Mais pour l'instant, quand on parle de il n'est pas fait pour faire médecine, il a fait un mauvais choix, ou il n'est pas assez motivé pour faire médecine, mais sur quelle base on fait des choix? Sur quelle base, à 18 ans, on fait des choix? On fait des choix selon nos envies. Moi, j'ai 18 ans, je sors de réto, j'ai envie de faire médecine, je vais m'inscrire en médecine. Moi, par exemple, je suis en 3e médecine, et j'ai fait option sciences sociales en secondaire. Effectivement, à 15 ans, quand j'ai dû choisir mes options, je ne savais pas que j'allais faire médecine, j'étais intéressée par la société, j'étais intéressée par le fonctionnement de la société, et je me suis mise dans une option de sciences sociales. Et après, à 18 ans, j'ai rencontré des médecins et j'ai dit, tiens, en fait, ça m'intéresse vraiment. Je me suis inscrite et me voilà en 3e médecine. Donc, c'est quoi le message d'un examen pour moi? Quel message j'aurais reçu avec un examen pour voir si je suis capable ou pas d'entamer ces études? C'est sûr que j'aurais eu 1 sur 20 à l'examen de rentrer en médecine. C'est sûr, je connaissais absolument rien, j'avais aucune base en sciences. C'est clair que j'aurais 1 sur 20. Mais je ne sais pas, après c'est des hypothèses, mais je pense vraiment que si à l'entrée de l'enseignement supérieur, on me donne un message comme quoi, non, tu n'es pas capable pour l'instant d'entamer ces études, donc soit tu fais une année supplémentaire et tu te prépares, donc ça veut dire aussi des coûts supplémentaires, une année supplémentaire, donc soit tu fais une année supplémentaire, soit tu te réorientes, tu fais autre chose. Et je suis vraiment pas sûre que j'aurais fait cette année supplémentaire, sachant que les études de médecine sont très longues. Donc déjà pour moi, le choix, il faut donner les moyens aux jeunes de faire le choix. Et c'est là-dedans, je pense, le vrai débat. C'est que pour l'instant, on ne donne pas les moyens. Parce que le choix, il se fait surtout selon l'indice socio-économique. Et c'est ça le problème. C'est que l'enseignement, pour l'instant, renforce les inégalités. Et que l'accès à l'enseignement n'est pas libre. Et que pour moi, dire on va faire un test pour évaluer et pour que l'étudiant s'évalue et se remette lui-même à niveau, c'est totalement hypocrite. Quel moyen a l'étudiant de se remettre à niveau? Ah oui, c'est clair que s'il a des parents universitaires qui lui donnent des conseils, qui lui payent des cours particuliers, c'est plus facile de se remettre à niveau que si on doit travailler tous les soirs pour payer ses études. C'est clair que c'est plus facile. Et est-ce que c'est normal que ce soit plus facile pour les gens favorisés, pour les gens qui ont des parents, ont une structure autour d'eux, de se remettre à niveau? Qui est-ce qu'on permet d'aller à l'enseignement supérieur? On veut que qui aille à l'enseignement supérieur? Moi, je pense que tout le monde, on doit donner les moyens à tout le monde de pouvoir étudier s'ils veulent étudier. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit aller à l'université. Ça veut dire que tout le monde doit pouvoir aller à l'université. Et pour l'instant, on est loin du cas. Et pour l'instant, ce qui se passe, c'est que les classes populaires ont très peu accès à l'enseignement supérieur, et encore moins à l'université. Et c'est un grand problème. Et le gros problème, il vient d'un manque de financement. Parce qu'on ne se donne pas les moyens, on ne se donne pas l'ambition de refinancer l'enseignement, de donner une formation de qualité à nos jeunes, de donner un vrai encadrement quand on arrive à l'enseignement supérieur. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on passe d'une classe de 25 élèves, qu'on arrive à l'enseignement supérieur, qu'on se retrouve dans un auditoire de 1200 étudiants, qu'on doit faire la file pour rentrer dans l'auditoire,
qu'on doit avoir un cours par vidéoconférence, que les horaires d'ouverture du secrétariat sont impossibles et ne sont pas selon les besoins des étudiants. Comment est-ce qu'on fait pour se remettre à niveau, pour s'adapter aussi vite qu'on nous demande? On ne nous donne pas les moyens de s'adapter et on ne nous donne pas les moyens de se former. Et donc, pour moi, la seule solution au problème structurel de l'enseignement, c'est un refinancement. Et le refinancement, il est possible. Pour refinancer l'enseignement, il faut changer la loi de financement spécial. Il faut 2/3 du Parlement fédéral. Les 2/3 du Parlement fédéral, il y a 1 an et demi, 2 ans, se sont réunis pour faire la 6e réforme de l'État. Et sur cette table, pendant qu'ils étaient en train de faire la 6e réforme de l'État, était la loi de financement spécial. Et ils ont délibérément choisi de ne pas financer l'enseignement. Il y a quelques semaines, M. Marcourt, le ministre de l'Enseignement, a sorti en disant qu'il était pour un refinancement de l'enseignement. À 6 mois de la fin de son mandat. Donc, il n'a pas trouvé un meilleur moment pour refinancer l'enseignement qu'à 6 mois de la fin de son mandat. Donc, de qui se moque-t-on? À un moment donné, il a pu le faire. Il était autour de cette table pour la 6e réforme. Ils avaient les 2/3 du Parlement fédéral pour faire cette réforme. Et on ne l'a pas fait. Et donc, c'est ça le problème pour moi. C'est un manque de refinancement. Il faut se donner les moyens, et au niveau secondaire et au niveau supérieur. Oui, donc je pense que dans votre intervention, il y a une dimension politique affirmée, mais également ce qui était sous-jacent dans la question posée, c'est d'approfondir. Est-ce que c'est en amont, est-ce que c'est dans l'enseignement secondaire qu'on doit trouver des réponses qui permettraient à ce moment-là de dire que cet accès égalitaire que tout le monde souhaite, eh bien, on s'est donné les moyens de pouvoir le rencontrer dans les 3 ou 4 années qui précèdent l'université ou d'autres voies, hein, parce que je veux dire qu'il n'y a pas que l'université qui permet d'accéder au monde professionnel. Et vous avez évoqué l'exemple de la Finlande. Évidemment, le problème de la Finlande, c'est qu'ils sont toujours superbement mis à côté au niveau international lorsqu'il s'agit d'évaluer le renseignement. Mais vous avez cité... Quoi ? Oui, tout à fait. Vous avez cité cet exemple-là, qui pèse une source de réflexion à juste titre. Alors, je vais me tourner sur cette question vers celui qui a la parole libre, puisqu'il ne veut pas s'engager, donc il peut s'engager, il n'engage personne, donc il peut s'engager, sur la réflexion en amont. Alors, oui, en effet, je commence quand même par réagir aux interventions précédentes, et en particulier par rapport à celle de Lionel. Je dois avouer que je comprends mal le jugement positif porté sur... donc moi je suis plutôt de l'avis du recteur, le jugement positif porté sur cet examen non contraignant. Et la question que j'ai envie de poser, mais ce sera pour le 3e tour, c'est est-ce qu'on l'apprécie positivement? Je dirais dans le contexte d'un jeu politique où on négocie avec le ministre et où on se dit tant qu'à faire, l'atmosphère est à des examens d'entrée, j'adopte comme position de barrage, ok, on peut faire un examen d'entrée, mais non contraignant. Ou bien vraiment, il y a un intérêt positif qui, moi, m'échappe. Donc c'est une question que j'ai quand même envie de poser. Ok, donc maintenant j'en viens à la suite. Je pense en effet, j'ai une autre référence, mais qui finalement, je pense dans son contenu, est relativement proche de la référence qu'Elisa a citée à propos de la Finlande. Mais vous permettrez, donc on a dit, je n'engage personne, j'ai en même temps le côté ancêtre ici qui est aussi relativement présent. Et la référence à laquelle j'ai envie, par rapport à laquelle j'ai envie de me situer, elle est plus très très à la mode, mais quand moi j'étais jeune, c'était un sujet dont on parlait beaucoup, et c'était ce qu'on appelait le plan Langevin-Wallon, qui est un plan de réforme, un plan français. Hein. Donc Langevin, vous savez à peu près qui c'est, je suppose, enfin, c'est un grand physicien français qui est mort en 1946 et qui avait été très engagé dans la résistance.
Wallon, un psychologue, français, pas wallon. Donc, et ils avaient élaboré un plan qui était un grand plan porté par le Conseil national de la résistance français et qui a été en effet mis en avant dans les années immédiates après-guerre. Pratiquement trouvé que quelques éléments de réalisation, mais qui restaient très présents dans le débat. Et l'idée, effectivement, c'est pour ça que je dis que ça rejoint en partie des éléments qui se trouvent dans les références actuelles à l'enseignement finlandais, un tronc commun qui va jusqu'à 15 ans. Et donc, un tronc commun dans lequel, jusqu'à 15 ans, tous les enfants ont le même enseignement. Il y a une place importante dans cet enseignement qui est faite au développement d'une forme d'habileté manuelle, d'une familiarité avec certains éléments techniques. Donc à l'époque, on disait polytechnique notamment pour ce genre de formation, et qui donc était proposée comme une formation unique jusqu'à 15 ans. Après 15 ans, l'idée est qu'on opère une différenciation, et il y avait essentiellement, si vous voulez, 3 filières qui étaient proposées. Les 3 filières, dans une certaine mesure ou dans l'esprit, on peut peut-être dire que ça rejoint un tout petit peu ce qu'on a pu raconter à propos de ce qui a pu exister chez nous, notamment entre l'enseignement professionnel, l'enseignement technique et l'enseignement général, avec une partie importante de cours à option. Alors il y avait toute une... Ça s'inscrit dans le cadre d'une pédagogie qui était la pédagogie liée à l'école nouvelle, pédagogie Freinet, donc une pédagogie très active. Et là, j'ai envie de me prononcer là-dessus aussi parce que cette pédagogie active est une pédagogie qui aujourd'hui est en partie invoquée à l'appui de l'apprentissage par compétence. Je pense qu'on est à la limite de l'escroquerie avec ce lien. Je pense qu'en effet, quand je dis à la limite de l'escroquerie, je trouve que la pédagogie active, vision éducation nouvelle, vision Freinet, c'est une pédagogie qui est orientée vers l'appropriation de savoir et de connaissances, alors que la pédagogie comme compétence, l'apprentissage par compétence, a plutôt une certaine tendance à les effacer complètement. Donc je pense qu'effectivement, enfin, je ne sais pas si on en reparlera, mais je pense qu'à ce niveau-là, il y a vraiment un premier élément qui est tout à fait important. Alors, je vais revenir à la question précise. À partir du moment où on propose une différenciation à partir de l'âge de 15 ans, et que dans ce projet-là, qui me paraît moi comme un projet qui garde des tas d'éléments tout à fait mobilisateurs et tout à fait positifs, ça veut évidemment dire que les choix de carrière sont plutôt opérés vers 15 ans. Et ça me paraît personnellement raisonnable. C'est-à-dire, je crois en effet que quand on a 18 ans et qu'on arrive dans l'enseignement supérieur, croire que quelques heures, même beaucoup d'heures et beaucoup d'efforts, en termes de remédiation par exemple, puissent compenser des lacunes qui ont quand même plusieurs années derrière, ça me paraît quand même relativement illusoire. Donc j'aurais effectivement plutôt tendance à dire que l'accès doit rester libre, mais guidé par les trajets précédents. Évidemment dans un contexte où, comme je l'expliquais, on rompt avec les pratiques habituelles du système belge, ou francophone si vous préférez, mais je pense que ce n'est pas fondamentalement différent du côté flamand de ce point de vue-là. Alors quand je dis on rompt, si vous voulez, ma perception des défauts du système belge, c'est d'abord une hypocrisie énorme. Quand je dis hypocrisie, ce que je veux dire, c'est que, de fait, les formations sont inégalitaires. Elles le sont ouvertement, je veux dire officiellement. Entre les programmes d'un enseignement technique et les programmes d'un enseignement général, il y a évidemment des différences qui sont capitales et qui sont inscrites dans la nature même de l'enseignement. Ça, c'est ce qui est ouvert, c'est ce qui est officiel. Et puis, il y a tout ce qui est effectivement, qu'on a déjà plus ou moins évoqué, qui est caché, qui est dissimulé, qui est les différences entre établissements, éventuellement au sein même de filières réputées équivalentes. Et donc, l'ensemble forme un système qui, en réalité, donne comme résultat ce qu'on a constaté notamment à travers les enquêtes PISA, pour prendre les plus connues, qui est
le record, si vous voulez, de dispersion du niveau de formation atteint par l'enseignement belge, donc entre, effectivement, ceux qui ont bénéficié des meilleures écoles et ceux qui ont bénéficié ou qui ont souffert plutôt des écoles les moyennes. Alors, ok, donc, un système terriblement inégalitaire. Et quelle réponse a-t-on porté à cette constatation que l'enseignement était de fait inégalitaire? On a dit, oh, mais c'est pas grave, peu importe par où vous êtes passé, à la sortie, vous faites ce que vous voulez. Donc, c'est totalement inégalitaire, mais on fait comme si ça n'existait pas, et à 18 ans, on dit aux jeunes, vous êtes parfaitement libre de vous inscrire là où vous avez envie d'aller. Et je pense qu'en effet, il y a de ce côté-là un élément qui est intenable. Donc moi, je suis effectivement plutôt aussi sur la longueur d'onde qui consiste à dire une formation de base unitaire et sérieuse, une première différenciation et un accès qui serait donné à l'enseignement supérieur en fonction des choix qui ont été opérés pendant les 3 dernières années. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un rattrapage? Oui, évidemment. Je veux dire, si des étudiants décident de rectifier la manière dont ils se sont orientés pendant les 3 dernières années, on peut à ce moment-là effectivement imaginer une sortie possible, une réorientation possible, et l'idée que par rapport à ces étudiants-là, il y ait un examen de réorientation ne me paraît pas une idée acceptable. Merci Pierre. Peut-être avant de passer à ce fameux 3e tour, il y a quand même des questions qui méritent des précisions. D'une part, du côté étudiant, l'interrogation que tu as posée par rapport à cette démarche qui te paraît un peu incongrue, ou en tout cas que tu ne comprends pas. Et alors je voudrais quand même aussi que dans son intervention, le recteur se positionne et réexplique ce qu'il a effectivement dit, pour qu'il n'y ait pas de mécompréhension entre les acteurs du débat. Alors on commence par Lionel. Alors, professeur Gillis, par rapport au test d'entrée et à l'interrogation que vous m'adressez par rapport à la demande des étudiants en faveur de ce test d'entrée, pour nous, quand le test nous a été présenté, nous n'avons pas vraiment pris ça dans un contexte politique particulier. Nous l'avons pris comme une opportunité de pouvoir développer un outil pédagogique qui soit réellement utile à l'étudiant. Maintenant, on reconnaît que c'est peut-être un petit peu utopiste de penser qu'un simple échec à un test d'entrée va amener à une profonde remise en question des étudiants, mais c'est une possibilité. C'est une possibilité qui ne doit pas être négligée. Ça demande une certaine maturité de la part de l'étudiant, une capacité à se remettre en question, mais on peut estimer que pour certains d'entre eux au moins, c'est utile. Alors, il faut bien entendu, suite à ce test d'entrée, se donner le moyen de le rendre utile. C'est-à-dire mettre un test d'entrée et se dire après, ben voilà, vous avez échoué, mais débrouillez-vous pour rattraper vos lacunes, mais il est clair que ce serait particulièrement hypocrite et particulièrement inutile. Mais replacé dans un contexte de système de remédiation, de système de tutorat mis en place par les étudiants, par exemple au sein de la faculté de médecine de Mons, de système d'évaluation continue des étudiants pendant au minimum le premier quadrimestre, avec par exemple des simulations d'examen, des interros lors de travaux pratiques et autres. Nous pensons qu'avec des moyens adéquats, certains étudiants peuvent saisir cette chance, se rendre compte qu'ils ont réellement un problème à l'entrée, qu'ils ont des lacunes dans certaines matières et qu'ils peuvent, le cas échéant, si les moyens leur en sont donnés, pouvoir combler au moins une partie de ces lacunes. Maintenant, je reconnais, c'est peut-être utopiste de notre part de penser cela, et avant de penser à une éventuelle extension à d'autres filières, le minimum serait d'évaluer l'efficacité réelle en médecine. Mais ça, comme je l'ai dit, c'est encore trop tôt pour le faire. Merci pour les précisions. Alors, Bien. Oui, j'ai dit tout à l'heure tout le mal que je pensais d'un test obligatoire non contraignant, et je le maintiens, donc clairement, je vois mal, je ne perçois pas très bien ce qu'on veut vraiment évaluer à partir de quelques matières dans lesquelles on propose plusieurs dizaines de questions QCM et qui sont censées finalement donner une évaluation meilleure que celle que l'on a dans le secondaire, à moins que ça ne soit pour avertir l'étudiant qu'il y a un ensemble de prérequis, mais c'est trop tard.
Alors, il y a un deuxième point aussi, j'ai passé silence tout à l'heure, il y a le coût de tout ça. Un test obligatoire non contraignant en médecine, ça fait 300 000 €. Si vous l'étendez à l'ensemble de l'enseignement universitaire, ben voilà, peut-être qu'on peut utiliser ces moyens pour autre chose. Hein, ça me semblera peut-être un peu plus utile et peut-être servir très essentiellement au refinancement sur lequel nous sommes tous d'accord. Donc pour bien préciser la proposition, la quatrième voie que j'ai formulée lors de ma rentrée académique, elle part finalement de la logique suivante. Il y a l'accès libre, il y a le test obligatoire non contraignant, et il y a le test obligatoire contraignant. J'ai déjà dit ce que je pense du test obligatoire non contraignant, le test contraignant, même chose. Donc, à titre personnel, je suis pour l'accès libre, à condition qu'effectivement, on accepte certaines des dérives de l'accès libre, et notamment l'inégalité d'orientation. Si on l'accepte, effectivement, restons dans la situation qui est la situation actuelle. C'est parce que je vois apparaître ces tests obligatoires non contraignants et le risque de passer à quelque chose de contraignant, a priori, peut-être vaut-il mieux essayer d'émettre des propositions qui remettent les choses à plat. Quelle suggestion j'ai faite Eh bien, en fait, la suggestion est la suivante. Je crois que ce qui est important, j'ai dit tout à l'heure, c'est de pouvoir garantir à un étudiant qui a suivi un parcours adapté, et je vais revenir sur le mot parcours adapté, dans le secondaire, qu'il puisse effectivement garder un accès libre. Alors, qu'est-ce qu'on entendrait par un parcours adapté? C'est en fait un parcours qui est défini par les filières qui le souhaitent. Ça ne veut pas dire que toutes les filières doivent définir un parcours adapté. J'ai jamais dit ça. Pour le moment, il y a 2 filières dans lesquelles il y a des tests à l'entrée, contraignants ou pas. C'est la filière ingénieur, c'est la filière médecine. Donc, est-ce que, je dirais, les filières qui le souhaitent ne peuvent pas se concerter très clairement avec le secondaire pour qu'il y ait effectivement la définition, même de façon tout à fait générale, d'un parcours adapté. On a cité le latin-grec, on cite souvent les mathématiques. Donc ça veut dire quelque part qu'il faut une formation solide de base. Et je dirais que quand on parle de parcours adapté, ça peut aussi être un tronc commun suffisamment important que pour éviter que des choix qui partent dans tous les sens, finalement, donnent l'illusion d'un diplôme qui a la même valeur. Et ça, je peux vous assurer que ça n'est pas vrai. Alors, on peut être hypocrite et considérer qu'effectivement, après tout, l'étudiant a posé ses choix dans le secondaire, et puis finalement, il en assume quelque part la responsabilité quand il est dans le supérieur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. J'entendais Elisa dire tout à l'heure qu'effectivement, certains pouvaient combler le déficit parce qu'ils en ont les moyens. C'est la situation actuelle. Bon, donc en fait, la situation actuelle n'est pas une situation qui est une situation. Alors, donc clairement, ça veut dire que pour moi, la meilleure façon d'aborder le problème, c'est justement à partir d'une concertation secondaire universitaire. Il ne doit pas y avoir de décalage entre le secondaire et l'université. Je bondis chaque fois quand j'entends dire qu'on va faire un test pour vérifier les prérequis. Ces prérequis, quelque part, pour certaines filières, je ne dis pas toutes les filières du secondaire, mais pour certaines filières, il faut que les filières du secondaire soient exactement adaptées à ce qu'on demande à l'université, pour les raisons que j'ai explicitées tout à l'heure. Donc, il est clair que si on fait une démarche telle que celle-là, ça présente finalement plusieurs intérêts. Il y a d'abord l'intérêt de définir ce que sont effectivement ces parcours adaptés, donc de lutter contre cette forme d'inégalité d'orientation. Il est très clair que si les choses sont bien définies, si on considère qu'il y a un parcours avec un tronc commun suffisamment important qui est absolument nécessaire et indispensable, les plus faibles des étudiants, effectivement, ne se retrouveront pas dans un système qui est, à l'heure actuelle, tellement ouvert qu'on en arrive à avoir ce paradoxe d'avoir dans notre communauté française l'un des systèmes les plus inégalitaires. Alors, ça présente également un avantage, c'est qu'on donne l'information au moment où c'est utile. J'entends bien que faire un test, ça donne une information à l'étudiant, mais merci de l'avoir à 18 ans. Il valait peut-être mieux l'avoir avant. Et à ce moment-là, de pouvoir quelque part orienter les choix. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des choix de carrière à 12 ans, c'est absolument pas ça. Ça veut dire qu'il y a peut-être certains cours de l'EE qui apportent une certaine logique, qui apportent un certain raisonnement à l'étudiant à ne pas éviter dans le secondaire. Or, on sait très bien qu'on peut finalement zigzaguer dans le secondaire et finalement se retrouver effectivement avec un diplôme qui, n'a pas la même valeur quand il veut être
exploiter. Et je crois qu'il ne faut pas prendre chacun sa propre expérience. C'est-à-dire, quelque part, c'est vrai qu'Elisa a eu une expérience qui était une expérience heureuse, et je peux vous garantir qu'il doit y avoir pas mal d'autres étudiants qui ont effectivement peut-être beaucoup plus de difficultés que les mêmes. Alors il me semble qu'il y a un deuxième avantage, c'est d'impliquer davantage le secondaire. Moi, quand un prof du secondaire a évalué correctement un étudiant, il prend sa responsabilité quelque part. Et donc, il me semble qu'avec des tests généralisés obligatoires, finalement, quelque part, on porte un jugement global sur le secondaire. Finalement, à quoi ça rime de sortir dans la presse que finalement, on a des taux de réussite de 20%? Ça veut dire quoi? On est en train de jeter le discrédit sur tout un ensemble d'enseignants du secondaire dont une grande partie fait effectivement ce possible. Moi, je préférerais un système dans lequel finalement il y a vraiment une discussion avec le secondaire, vraiment une concertation avec le secondaire. Ça, c'est paradoxal. Il y a finalement un continuum au niveau des études, mais sachez que ce continuum, il existe peut-être au niveau des étudiants qui passent du secondaire à l'université ou dans d'autres écoles, mais il n'existe pas dans les structures. Quelque part, des structures qui sont des structures de concertation, qui permettent justement d'éviter qu'à un moment donné, il faille se poser la question de dire, tiens, quelqu'un qui est sorti dans le secondaire, est-ce qu'il a les prérequis? Mais non, ça c'est une question qui est une question de dysfonctionnement, et il ne s'agit absolument pas de consacrer ce type de dysfonctionnement. Donc dans la proposition, disons que je dirais que en ce qui me concerne, c'est en fait une proposition qui est faite pour quelque part essayer de corriger un des aspects qui est un aspect négatif à l'heure actuelle de l'accès libre. Alors vous allez me dire, si quelqu'un n'a pas choisi ce parcours que j'appellerais le parcours adapté, qu'est-ce qui se passe pour lui? Mais en fait, si quelqu'un n'a pas choisi ce parcours adapté, ou si finalement il n'a pas atteint le niveau qu'il fallait au niveau de ce parcours adapté, évidemment qu'il faut lui donner une deuxième chance. La deuxième chance, elle peut prendre la forme d'un test. Et on peut discuter de savoir si effectivement le test doit être obligatoire, doit être contraignant ou non contraignant. Moi, je n'ai pas de religion là-dessus. Je dis simplement que la deuxième chance peut prendre la forme d'un test qui peut être précédé par des cours préparatoires gratuits. Ça, c'est quelque chose qu'une université peut faire, pour voir si effectivement on peut rectifier le tir, même si je partage avec Pierre Gélis que lorsque de mauvais choix ont été posés, c'est parfois difficile de les rectifier en quelques heures. Donc, à partir effectivement de ce test, bien là, à ce moment-là, le test a un objectif bien précis. C'est finalement de refaire ce que l'on fait au secondaire pour les filières qui sont les filières adaptées, et pas nécessairement de refaire des tests qui sont censés finalement vérifier des prérequis. L'objectif du test serait à ce moment-là très très clair, et on ne partirait pas dans la surenchère finalement des questions un peu plus difficiles que ce que l'on fait dans le secondaire pour justement montrer qu'on est à l'université. Ça, c'est faire le lit effectivement des formations privées qu'on n'arrête pas de développer à l'heure actuelle. Alors, à partir du moment où on a fait ce test, évidemment, si on réussit, on rentre. Si on le rate, qu'est-ce qui se passe? Il est clair que selon le choix que l'on a fait d'un test qui est un test contraignant ou d'un test non contraignant, finalement, la troisième chance, elle peut prendre plusieurs formes. S'il s'agit d'un test qui est un test contraignant, ça veut dire qu'en cas d'échec, effectivement, on a une année propédeutique qui peut être proposée et qui tient compte justement de ce que l'on a eu comme résultat au test. Et s'il s'agit d'un test qui est un test non contraignant, eh bien à ce moment-là, on peut imposer une certaine remédiation déterminée. Mais au moins que ce test serve à quelque chose. Clairement, quand on fait un test obligatoire non contraignant et qu'un étudiant sur 10 finalement se sent concerné par les remédiations qu'on nous propose, j'émets quand même des doutes sur l'utilité de suivre cette démarche-là. Je trouve que la pire des choses qui pourrait effectivement se passer dans le futur, c'est qu'on arrive à convaincre un ministre de généraliser un test tel que celui. Merci. Alors, on va essayer de rester aussi dans un timing et permettre à de poser des questions. Il y avait le souhait dans l'organisation de ce débat d'un troisième tour. Alors, le troisième tour, c'est un peu celui qui vient d'être amorcé. Si ce dialogue avec le secondaire ne fonctionne pas, si le projet n'aboutit pas, est-ce que les universités d'initiative, ou éventuellement dans le cadre d'une politique plus générale, peuvent trouver d'autres solutions qui permettent d'assurer cet objectif sur lequel quand même, tout le monde est d'accord, avec des moyens différents, qui est l'égalité
pour tous. Est-ce que ce sont des remédiations renforcées? Mais on peut parfois voir la limite de celle-ci. Est-ce que c'est une année par filière de problématique qui permet en quelque sorte de pallier la lacune qui a été constatée ou les lacunes qui sont constatées ou qui seraient librement ouvertes? Voilà une série de questions qui se posent, mais je vais vous demander d'être un peu plus concis pour qu'on puisse ensuite donner la parole à la salle dans le débat. Alors je vais reprendre l'ordre initial et je vais commencer. Donc, moi, de ce que j'entends ici, j'entends beaucoup une responsabilisation de l'étudiant. Donc, en fait, le test non contraignant en médecine, il est mis en place officiellement pour que les étudiants puissent s'évaluer, puissent savoir où sont ses lacunes, puissent du coup mettre les moyens en place, ou que l'université mette les moyens en place pour être des lacunes. La quatrième voie, elle vise aussi à que l'étudiant prenne conscience de est-ce qu'il est prêt ou pas à la filière à laquelle il veut aller. Donc je pense qu'on est vraiment dans une optique de culpabiliser l'étudiant. L'échec de l'étudiant, c'est la faute de l'étudiant, soit parce qu'il a été mal orienté, soit parce qu'il n'a pas pris les bonnes options en secondaire. Donc de toute façon, on culpabilise l'étudiant. Mais est-ce qu'on s'est posé la question de est-ce que les universités et l'enseignement supérieur est capable d'accueillir et de former ces étudiants? Pour moi, la réponse est non. L'enseignement supérieur n'est pas capable pour l'instant d'accueillir ces étudiants et de les former. Et je ne pense pas que le choix de l'étudiant soit au niveau de sa motivation, mais comme vous l'avez vu, l'enseignement secondaire est très inégalitaire et on voit bien que les choix sont très fortement liés à l'indice socio-économique. Donc à partir du moment où on accepte, et je pense qu'ici on l'a tous accepté, que le choix et les filières dans lesquelles on est très fortement lié à l'indice socio-économique, quand on dit on va informer l'étudiant à 14 ans ou 15 ans de quelles options il doit prendre pour se préparer à telle formation. Quand on dit on va juste informer et après l'étudiant soit il se remet à niveau et il prend autre chose mais il doit se remettre à niveau, soit il prend la matière pour faire l'enseignement supérieur. Ce qu'on est en train de faire, c'est encore une fois culpabiliser l'étudiant et on accepte l'état de fait. On accepte qu'il y a des inégalités. On accepte que les inégalités sociales se reproduisent à l'enseignement secondaire. Il y a des inégalités sociales. Effectivement, tout le monde n'a pas les mêmes chances d'accéder à un enseignement supérieur, de faire médecine. Tout le monde n'a pas les mêmes chances selon que tu sois pauvre ou riche, en fait, concrètement. Donc tout le monde n'a pas les mêmes chances, mais on va quand même les informer. Et on prétend qu'en informant les étudiants, on va résoudre les inégalités. Alors qu'on sait tous que face à un examen d'entrée, donc un examen pour ceux qui n'ont pas pris la formation correcte, un examen d'entrée, on n'est pas tous prêts selon notre indice socio-économique et pas selon l'option qu'on a pris. Et ça, ce sont des chiffres. C'est pas autre chose que des chiffres. Les chiffres, ils démontrent que l'accès à l'enseignement supérieur est déterminé par l'indice socio-économique, par l'accès à la culture. On est tous d'accord qu'il y a une école à 2 vitesses ici en Belgique. Donc une option de sciences dans une bonne école, dans une école d'élite, n'est pas la même option que dans une école poubelle. Donc déjà ça. Donc ça veut dire que même quand on est relégué dans un système où on est dans des milieux défavorisés, dans une mauvaise école qui nous donne une mauvaise formation, même si on prend une option science, il n'y a pas de raison qu'on réussisse l'examen. Et donc, qui est-ce qu'on va mettre de côté avec un examen à l'entrée ou avec un filtre à l'entrée? C'est les classes populaires. Concrètement, c'est les classes populaires qu'on va mettre de côté qui sont déjà de côté. Et donc, juste par rapport aux tests non contraignants, moi je me pose quand même quelques questions parce que je trouve qu'il y a quelques incohérences. Donc, à un moment donné, on dit que le test non contraignant, c'est juste une valeur pédagogique, c'est juste dans un but pédagogique pour que l'étudiant prenne conscience. Et à un autre moment, on dit oui, mais le test non contraignant, il ne marche pas parce qu'il y a toujours autant d'étudiants qui sont inscrits en médecine. Donc ça veut dire quoi quand on dit ça? Quand on dit que le test non contraignant, il ne marche pas parce qu'il y a trop d'étudiants qui sont inscrits. C'est bien parce qu'à la base, on voulait qu'il y ait moins d'inscrits en médecine. Donc on voulait limiter le nombre d'étudiants. Donc on revient à la même équation mathématique. Donc là, on fait le choix de diminuer le nombre d'étudiants et pas d'augmenter le financement. Et je vais juste donner 2 petits exemples de problèmes très concrets que rencontrent les étudiants aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous avez lu dans la presse, mais il y a quelques semaines, il y a un petit millier d'élèves qui a manifesté à Namur, qui venait de la haute école Albert Jacquard. Et ils manifestaient pourquoi? Pour un refinancement de leur établissement et un refinancement de l'enseignement. Donc c'était quoi la situation Albert Jacquard? La situation Albert Jacquard,
c'était que les étudiants payaient 300 € de frais d'hiver en début d'année et les repayaient pendant l'année. Donc ils payaient 2 fois des frais d'hiver. Ces étudiants ont vu leur réfectoire être divisé en 2 par manque de locaux. Ces étudiants en relations publiques n'ont plus cours de langue, d'anglais et d'espagnol parce qu'il n'y a pas de profs, parce qu'on n'a pas les moyens d'engager des profs. Et des cours de langue ont été tout simplement annulés. Et ils sont sortis à un petit millier pour manifester et demander un refinancement. Et ce n'est pas le problème du nombre d'étudiants. C'était pas ça le problème. Il n'y a pas eu un afflux énorme d'étudiants à Albert Jacquard cette année. Le problème, c'est un sous-financement de l'enseignement et on ne se donne pas les moyens d'accueillir les étudiants qui arrivent à l'enseignement supérieur. Un autre petit exemple très actuel, c'est le coupe budgétaire à l'ULJ. Donc, à cause de l'enveloppe fermée, l'ULJ a reçu moins d'argent alors qu'elle reçoit plus d'étudiants. Et donc, il va y avoir 100 temps plein qui vont être licenciés. On va licencier 100 temps plein. On va supprimer 100 temps plein. Au détriment de qui? Au détriment des étudiants. Au détriment de la qualité de l'enseignement. Ça, c'est des faits très concrets. C'est de l'actualité. On parle d'un manque de qualité, on parle de conséquences sur les étudiants et sur leur avenir. Et c'est ça le vrai problème. Et je pense que quand on commence à débattre de contraignant, non contraignant, est-ce qu'il faut faire un test d'orientation? Ok, mais elle vient d'où l'orientation? On parle d'inégalité d'orientation. Mais l'inégalité d'orientation, elle vient surtout de l'inégalité sociale. Vu qu'on voit bien que les choix de filière sont très fortement liés à l'indice socio-économique. Donc, ça veut dire quoi, inégalité d'orientation? Est-ce qu'on pense réellement qu'avec une simple information à 14-15 ans, on va résoudre les problèmes d'inégalité dans notre société? Moi, je ne pense pas. Et avec Comac, on ne pense pas que c'est comme ça qu'on va résoudre les inégalités en enseignement. Avec Comac, on pense qu'il faut refinancer l'enseignement à hauteur de ses besoins pour pouvoir permettre une bonne préparation en secondaire, un tronc commun jusqu'à 16 ans et une formation polytechnique, un vrai encadrement à l'université pour permettre à l'étudiant de s'adapter. Et par exemple, pour le test non contraignant, moi je ne vois pas très bien la valeur pédagogique du test non contraignant, en fait. Parce que pour moi, une vraie valeur pédagogique, ce serait par exemple des examens blancs au milieu du quadrimestre, avec les exigences du professeur, avec, comment est-ce que, à la moitié de mon quadrimestre, comment est-ce que j'ai assimilé les savoirs? Est-ce que je les mobilise comme il faut? Est-ce que je réponds aux questions qu'on me demande? Est-ce que je sais lire une question, en fait, d'examen? Et après, 2 mois de cours où on peut vraiment s'évaluer, est-ce qu'on est rentré dans le bain ou pas? Mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'on évalue avec un test non contraignant. Et par ailleurs, je pense qu'un test non contraignant est une porte grande ouverte à l'examen d'entrée généralisé. Il suffit d'enlever 3 lettres. En soi, c'est pas compliqué d'enlever 3 lettres. Et on ouvre la porte grande ouverte à un examen d'entrée et que quand il y a un gouvernement de droite ou un gouvernement un peu moins progressiste, on dise, bah voilà, maintenant on va faire contraignant. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un non-sens de la langue française. Quand on dit un examen non contraignant obligatoire, c'est un non-sens. Le fait qu'on ait l'obligation d'aller se présenter à un examen pour rentrer dans l'enseignement supérieur est une contrainte. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment arrêter de dire à l'étudiant, il faut que tu réalises tes lacunes, il faut que tu comprennes que peut-être t'es pas fait pour ça, qu'en fait tu as mal choisi. Comment est-ce qu'on peut en vouloir à un jeune de 18 ans de vouloir faire ce qu'il a envie? Comment est-ce qu'on peut lui en vouloir? Ok, il n'a peut-être pas les bagages, mais pourquoi est-ce que ce serait sa faute qu'il n'ait pas les bagages? C'est peut-être à l'enseignement à se remettre en question. Pour moi, c'est pas aux jeunes à s'adapter à l'enseignement, c'est à l'enseignement de s'adapter aux besoins des jeunes. Et pour l'instant, c'est pas ce qu'on fait. Mais comment est-ce qu'on peut reprocher à un jeune de 18 ans qui a envie de faire médecine ou sciences ou chimie ou bio de lui dire bah non, t'avais qu'à choisir mieux à 14 ans quoi. Comment est-ce qu'on peut reprocher ça à un jeune de 18 ans dans notre société? Mais où on va avec ce type de reproche, avec comment est-ce qu'on visualise les jeunes, ils sont même pas capables de se remettre en question. Il y a vraiment, il faut, je pense, arrêter de stigmatiser le jeune comme ça. Le jeune est capable de se prendre en main, il est capable de faire des bons choix, il est conscient de ce qu'il a envie, mais si on ne lui en donne pas les moyens, il ne peut juste pas faire de choix. Voilà. Alors je vais tâcher d'être concis, ce qui est particulièrement difficile au vu des nombreux éléments assez intéressants qui ont été mis en avant par les différents intervenants. Concernant le test d'entrée, encore une fois, un test d'entrée non contraignant n'est utile que si on se donne les moyens de le rendre utile par la suite. Donc ça, ça a déjà été dit, je ne vais pas revenir en longueur dessus. Ce qu'il ressort finalement de la proposition expliquée par M. le recteur, c'est qu'il y a la nécessité de rétablir un dialogue et une correspondance entre le secondaire et l'enseignement supérieur. Au final, on se rend compte en disant ça qu'il y aurait peut-être alors un problème au niveau de l'enseignement secondaire,
problème qui est mis en évidence notamment par les profondes inégalités qui se retrouvent dans l'enseignement secondaire. Et donc une solution à apporter aux différents problèmes dans l'enseignement serait à prendre en amont de l'université et de cibler peut-être plus particulièrement l'enseignement secondaire. Alors j'entends beaucoup parler du modèle finlandais. C'est pas nouveau, à vrai dire. Pas mal de politiques font allusion à ce modèle depuis quelques années déjà dans l'enseignement secondaire. Et il y a un début d'application à ce modèle, en ce sens où dans les 2 premières années d'enseignement secondaire, on a finalement des évaluations qui sont communes, au minimum en mathématiques et en français, que l'on soit en professionnel, en technique ou en général. Il y a donc un début d'évolution dans ce sens, mais par contre, ce que l'on constate, c'est que ça ne résout manifestement pas les problèmes depuis que l'on a l'application de ce système. On pourrait dire que d'une manière générale, les niveaux d'exigence posés lors de ces examens sont particulièrement bas, on assiste à un nivellement par le bas. Alors quelle serait la solution à apporter à cela? Est-ce qu'il s'agit d'un meilleur financement? Peut-être. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus pour dire que clairement il y a un sous-financement de l'enseignement, que l'on parle du secondaire ou de l'enseignement supérieur. Maintenant, un élément qui est peut-être à remettre en avant aussi, c'est la responsabilité de l'enseignant et du personnel enseignant au sens large. On constate, dans les enquêtes PISA qui sont réalisées notamment, que finalement la réussite est corrélée au plus grand degré de liberté académique et également dans l'enseignement secondaire. Donc moins l'on a de directives, de programmes imposés par l'extérieur, plus on laisse de liberté à l'enseignant, plus on a une réussite qui est là. Alors peut-être au-delà du simple problème de financement, il faudrait replacer également l'enseignant au cœur même de la problématique que l'on observe dans l'enseignement secondaire. Peut-être remédier à des problèmes de formation des enseignants, peut-être également pouvoir leur redonner une certaine confiance. Le problème, quoi qu'il en soit, est compliqué et je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, mais que c'est un ensemble d'éléments qui, pris ensemble, peuvent peut-être permettre d'améliorer la situation. Merci. Encore une nouvelle idée. Je pense qu'il y en a tout un florilège qui a été mis sur le tapis ce soir. Alors, Pierre, sur ce que peut faire l'université si ce dialogue n'aboutit pas. Il y a 2-3 choses que j'ai envie de dire, et dont certaines ne sont pas une réponse directe à la question posée. Mais donc, je trouve qu'effectivement, en avançant dans le débat, il y a des choses qui apparaissent comme relativement claires. Et je vais le dire de manière très très rapide, de manière un peu lapidaire. Évidemment, l'école n'a pas en elle-même un statut, un pouvoir qui lui permettrait, après coup, si vous voulez, de revenir sur toutes les inégalités sociales. Ça, c'est une illusion. Elle fonctionne dans une société qui est une société inégalitaire, et croire que l'intervention par le canal pédagogique pourrait faire d'une société inégalitaire une société qui deviendrait égalitaire, je crois qu'il n'y a pas d'exemple de ce genre-là, et pour cause. Parce que les inégalités, elles sont éventuellement plus ou moins reproduites par l'école. Ça, je crois que ça a été démontré à de nombreuses reprises, mais elles ne sont pas créées par l'école. Elles ne sont pas créées par l'école. C'est la société, dans son mode de fonctionnement, qui effectivement fait que tous les gens ne sont pas du même côté du manche. 2. Donc le point clé, c'est dans quelle mesure l'école, donc pour reprendre ce discours un peu général, dans quelle mesure l'école est-elle plus ou moins engagée dans la production des inégalités sociales. Alors là, moi je crois en effet que globalement, il y a la grosse louche, moins elle a de moyens et plus elle joue comme reproductrice des inégalités. Ça me paraît tout à fait évident. Plus on la rogne dans ses possibilités d'intervenir activement, et moins elle a la possibilité de se dégager un tout petit peu des conditions dans lesquelles elle fonctionne. Donc ça, je crois que c'est aussi une réalité. Et donc, c'est vrai que dans les discussions qu'on met pour le moment, ici, il y a évidemment cette tension, cette contradiction qui fait qu'on voudrait bien arriver à rectifier le plus de choses possibles, mais, par exemple, je reprends un terme utilisé par Elisa dans sa dernière intervention. L'école doit pouvoir s'adapter aux souhaits des jeunes. Moi, je suis peut-être aux besoins des jeunes, d'accord, aux besoins, aux souhaits, même aux besoins.
Comment mesure-t-on les besoins des jeunes? Comment les détermine-t-il eux-mêmes? Ces besoins eux-mêmes sont-ils indépendants du contexte dans lequel ils ont été éduqués? Je pense que non. Et donc, on a parfois l'impression qu'on tourne en rond dans ce genre de choses, et je ne vais certainement pas prétendre que j'ai des recettes pour vous permettre d'en sortir. J'avais quand même préparé un petit élément qui ne répond pas directement aux questions qu'on a envie de poser, mais qui est quand même un tout petit peu intervenu dans le débat, et que j'avais envie de placer, ne fût-ce que parce que je trouve que c'est tout à fait amusant. C'est toute la discussion qui a trait à, quand même, le niveau baisse où telle ou telle mesure produit un nivellement par le bas. Alors, je vais essayer de sabrer un peu dans ce que j'avais pris comme document, mais quand même en prendre quelques-uns. J'ai lu il y a 20 ans un bouquin que j'ai trouvé extraordinaire, écrit par Bourdieu et Establet, qui sont deux sociologues qui s'occupent beaucoup de l'enseignement et qui s'appelle Le Nouveau Monde. Et ce bouquin commence par 3 pages de citations échelonnées il a été écrit environ au début des années 90, entre 1988 et eux remontent jusqu'au 19e siècle, et je vous en donne quelques-unes. 1988, ces résultats, donc les résultats positifs de l'examen au bac en France en 1988, ces résultats ne doivent pas faire illusion, il serait malhonnête de parler d'un bon cru, alors que notamment en série C, une notation beaucoup trop indulgente a été imposée pour les épreuves écrites de maths et de physique. Il sera dans ces conditions de plus en plus difficile d'éviter des échecs de plus en plus nombreux dans les universités qui sont tenues d'accepter les bacheliers. 1956. La décadence est réelle, elle n'est pas une chimère. Il est banal de trouver 20 fautes d'orthographe dans une même dissertation littéraire des classes terminales. 1937. Chaque fois qu'on donne un coup de sonde pour savoir... et ce sont des citations d'inspecteurs. Ou du recteur Jules Pagnot, celle de 1937. Chaque fois qu'on donne un coup de sonde pour savoir ce qui demeure de bien organisé dans le cerveau d'un jeune homme, on reste confondu de la misère intellectuelle des élèves des brevetés supérieurs. Avec les copies d'une session de baccalauréat, on composerait un sottisier d'une grande richesse. 1920. Inspecteur d'académie, M. Belvotte. Fléchissement des études dans le second cycle. L'ignorance de plus en plus grande de l'orthographe, la négligence de l'expression, la paresse de l'esprit analysé et à développer des idées à suivre un raisonnement est flagrante. 1912. Parce qu'on ne fait plus de latin, la bonne phrase française classique disparaît de l'usage. 1864. La plupart étaient non seulement médiocres et insuffisantes, mais mauvaises et surchargées de fautes. Sur les 108 candidats divisés en 7 séries égales, 62 ont été écartés à raison. 1858. Les candidats ignoraient la biographie et le titre des principaux ouvrages de Montesquieu, de Bossuet et de Racine. 1835. D'où vient qu'une partie des élèves qui ont achevé leurs études, bien loin d'être habiles dans leur langue maternelle, ne peuvent même pas en écrire correctement l'orthographe. 1820. Nous avons donc président Cuvier, qui était quand même un grand nom de la science française. Nous devons avouer que nous avons quelquefois reçu des lettres ou des réclamations d'individus pourvus de ce grade, le baccalauréat, et dont le style et l'orthographe offraient la preuve d'une honteuse ignorance. Alors, pourquoi je m'amuse à dire ça? Simplement pour prendre un peu de hauteur et un peu de recul par rapport au discours généralisé sur la perte de niveau. À partir du moment où ce discours réapparaît de manière complètement répétitive et de manière complètement récurrente depuis 200 ans, il y a évidemment quelques raisons de prendre des pincettes dans la manière dont on l'apprécie. Alors, quand même une nuance que je voudrais apporter et qui est en effet relevée par Bourdieu et Establet dans leur approche, ils disent, évidemment, par exemple, à un moment donné, dans une des citations, il y a une allusion au latin. Fin du 19e, les baccalauréats étaient, pour le meilleur d'entre eux, capables d'écrire une dissertation en latin. Ça, évidemment, il n'y a plus personne qui le fait maintenant. Ok, donc les savoirs évoluent. Donc aussi, dans cette notion qu'on peut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de le niveau Foucault, il y a effectivement nécessité, je crois aussi, de prendre en compte l'évolution des savoirs. Alors, moi je trouve amusant cet ensemble de citations et je trouve qu'il jette un éclairage un peu différent sur le regard qu'on a d'habitude sur l'enseignement. Ça ne veut, ceci dit, ça ne démontre rien, évidemment, parce que quand bien même le discours répétitif
c'est pas parce qu'on a dit la même chose, si vous voulez, on crie au loup pendant des années, et un jour le loup arrive quand même. Donc, bien entendu, ça ne démontre rien. Mais je trouve qu'il est intéressant dans la mesure où il appelle en tout cas à une prise de prudence dans la manière dont on se prononce à propos de la manière dont fonctionne l'enseignement de langue. Je voudrais te remercier parce que les auteurs que tu as cités sont, on ne peut qu'en recommander la lecture, Baudelot et Stablet, et dans les années 80, et Bourdieu. Pierre Bourdieu avait également écrit des lignes remarquables sur cette question de l'accès à l'enseignement. Alors, bon, on vient de me rappeler qu'on a largement entamé le thème que vous avez donné, donc je donne la parole à Conti pour nous donner donc ses commentaires sur cette dernière question qui a été posée. Et puis, on fera évidemment un rapide tour dans la salle pour voir si les questions sont à adresser aux différents intervenants. Bien, merci. Je voudrais dire avant toute chose que même si je suis directeur de l'institution, toute l'institution ne pense pas comme moi. et que donc, effectivement, on a évidemment tous la liberté d'avoir un avis différent sur cette importante question. Je crois qu'effectivement, ce qui a été dit notamment sur la nécessité de refinancer, c'est évident, qu'il faut refinancer l'enseignement supérieur, c'est évident qu'il faut sortir de l'enveloppe fermée. Ceci dit, il faut rester réaliste. Au mieux, ça sera un refinancement de quelques pourcents, et je ne crois pas que ce sera une solution miracle. Des solutions miracles, effectivement, comme ça a été dit par Lionel, ça n'existe pas. Tout ce qu'on essaye de faire ici, c'est finalement d'essayer d'orienter les choses et d'aller dans le bon sens. Personne n'a la prétention de croire qu'il suffit de donner des informations dans le secondaire pour finalement résoudre le problème de l'inégalité sociale. De ma propre expérience, je peux considérer qu'effectivement, pour moi, ça irait dans le bon sens. Alors, maintenant, en ce qui concerne l'objectif, qui est finalement l'objectif qui nous touche, c'est finalement maximiser les chances de réussite des étudiants. Alors, que fait-on finalement au sein des universités? Et finalement, il y a une pléthore d'aides à la réussite qui sont organisées. Évidemment, peut-être pas toutes de la même façon dans toutes les facultés de l'université, mais il y a du tutorat, il y a du monitorat, il y a des examens blancs qui existent dans certaines facultés. Il y a des assistants pédagogiques, il y a des remédiations, il y a des cours préparatoires, tout ça existe. Et donc, maintenant, je crois qu'il faut se dire qu'il est peut-être difficile d'en faire davantage. Et si on fait quelque chose supplémentaire, ben finalement, ça sera de quelques pourcents par rapport à ce qui se fait actuellement. Et donc, je suis intimement convaincu que si solution il y a, elle n'est pas complètement au sein de l'université. Si solution il y a, il faut aller effectivement la rechercher dans les partenaires que sont les formateurs dans le secondaire. Et que dès lors, si solution il y a, elle ne peut être basée que sur une meilleure concertation entre le secondaire et l'universitaire. Et je crois qu'il faut essayer de provoquer le dialogue. Provoquer le dialogue, ça veut dire responsabiliser davantage les enseignants du secondaire plutôt que de pondre un test qui finalement est censé évaluer globalement l'enseignement secondaire. Parce que finalement, quand on sort des chiffres globaux aussi catastrophiques, c'est un peu donner une mauvaise image de l'enseignement secondaire. Une autre piste qui effectivement peut être intéressante, compte tenu d'ailleurs de l'évolution du paysage de l'enseignement supérieur, et qui peut évidemment maximiser les chances de réussite d'un étudiant, c'est effectivement de favoriser les possibilités de réorientation. On est dans un système actuellement où il y a des possibilités de réorientation qui sont assez limitées, avec des barrières entre différentes formes d'enseignement. La création finalement de pôles tels que le ministre Bacour l'a prévu, et je crois davantage à l'efficacité des pôles qu'à l'efficacité de l'académie unique, pourrait effectivement peut-être permettre de mieux profiter d'une réorientation pour que finalement un étudiant trouve sa voie peut-être plus facilement qu'il ne le fait avant.